1977 6 janvier 1977 Barun Tagore, Oropresse, propriétaire de Satprem. Je suis arrivé au fond du dégoût. 11 janvier 1977 à Micheline et Thévenon. Bravo pour les 2 caisses de la trilogie. Et grand merci pour votre enquête auprès des imprimeurs. Nous n'en sommes pas encore à choisir les caractères, seulement nous voulons un clavier français qui peut aisément servir pour l'anglais, tandis que l'inverse est difficile. Je vais vous demander d'ouvrir l'une des 2 caisses, mais ce n'est nullement un signal de distribution. C'est simplement pour servir 2 cas particuliers. La situation est singulièrement compliquée par certaines malhonnêtetés de Barun T, dont je n'ai pas le courage de vous parler. Mais le fait est que mes, entre guillemets, contrats du livre de mer sont entre ses mains depuis 15 jours et que je ne les ai jamais vus, bien que les trustees et tous nos ennemis les aient soigneusement vus. Qu'en dites-vous? Erreur de Lafond ou quoi? J'attends des nouvelles de Lafond. On dirait vraiment que l'ennemi s'accroche à tous les pas et jusqu'au bout quand on pense déjà au miracle et à l'impossible défi que c'était d'imprimer ces 3 volumes à Madras. Enfin, si ce n'était pour mer, je reprendrais le chemin de l'Himalaya et vite. En somme, Oropresse est le propriétaire de Satprem, comme Auroville est la propriété de Navadjata, et comme l'ashram est la propriété des trustees, et comme Mer et Sri Aurobindo sont la propriété de Kunuma et d'Ashram Press. Nous sommes autant des propriétaires. Pas pour longtemps. Maintenant, vous comprenez pourquoi on se bat. Sinon, je ne vois personne, sauf la nuit, en pagaille et en tout genre. Satprem. 12 janvier 1977 La violente bataille intérieure autour de Lafond, Oropresse, etc. Tous les rapaces déchaînés. Ma prière amère, mets ta lumière là-dedans, mets ta lumière là-dedans, oh. 21 janvier 1977 Une vague d'assaut constante, usante, de tout, partout. 25 janvier 1977 Lettre à Micheline. C'est très réconfortant de voir concrètement l'action de mer à travers ses livres. Ce sera un formidable barattage de conscience mondiale, j'en suis sûre. C'est ce qu'elle voulait. Les gens vont baigner dans elle sans s'en apercevoir, et ils ne seront plus les mêmes après. Peut-être même que le monde ne sera plus le même après. En attendant, il faut préparer et assurer la bataille ensemble. J'ai reçu une lettre très intéressante de Carole qui rejoint exactement les préoccupations de Pierre. Ce ne sont pas des critiques littéraires qu'il faut toucher, mais le monde de la science. Ce sont les physiciens, les médecins, biologistes, etc. qu'il faut faire dialoguer autour du livre de mer. Carole vous parlera. Elle parlera aussi à Lafond, et nous mettrons tous ensemble au point le plan de bataille ou de travail. J'ai donc enfin reçu le projet de contrat de Lafond, mais pas encore signé par lui. Espérons que rien ne viendra se glisser en travers à la dernière minute. C'est insensé tout ce que l'on m'a fait traverser. Mais je vois bien derrière la main de mer qui guide tout cela, et chaque détail de tout cela minutieusement, microscopiquement presque, pour démasquer tout ce qui est à démasquer et mettre chaque chose, chaque être à sa place exacte. Ce n'est pas drôle quand on est en plein dans le processus boueux. Mais c'est une grâce infinie de pouvoir être les guerriers de sa grande bataille pour le monde. Resterait donc notre problème d'une composeuse. Peut-être tout cela va-t-il se résoudre bientôt. Le vrai fond du problème, l'agenda, est sous l'enclume, et nous martelons jusqu'à ce que la vraie solution émerge. Delhi, Sir C.P. Singh, s'en occupe activement. On finira bien par sortir de ce tunnel boueux. En tout cas, il est bien certain que cet argent, ou n'importe quel argent, n'appartient pas à Satprem. Satprem est la propriété de mer, c'est tout.
trop fatigué pour vous écrire plus longuement. Nous continuerons ensemble. La bataille est belle. Avec vous de tout cœur, cette prime. 31 janvier 1977, à Micheline. Espérons que nous allons bientôt en avoir fini de ces choses boueuses. Carmen vous aura peut-être dit qu'André Morisset s'est fait l'émissaire de Baroun chez Lafont. Résultat, j'ai reçu une lettre un peu anxieuse et désorientée de H. Raymond, celle qui s'occupe des contrats, disant « Il est très possible que Baroun conteste notre contrat à l'avenir. » C'est charmant. André a dû faire un joli chantage. Ouf, c'est presque suffocant et empestant de contacter intérieurement ces gens. Pas presque, je trouve cela très pénible physiquement. Eh bien, ce matin, j'ai senti une arrivée de force irrésistible, genre bulldozer, sans triomphe particulier, mais très implacable et souveraine. Oui, pas d'obstacle. Alors j'ai soudain décidé de sortir le premier tome demain à Auroville. Voilà. Je vous quitte en hâte. J'ai l'impression que Mère bouge très impérieusement. Et si ça bouge ici, ça bouge partout, n'est-ce pas? Avec vous très fraternellement et affectueusement, Satprem. Sujata ajoute « Ne pas oublier la maman de Satprem, un exemplaire du premier tome. Avec mes amitiés affectueuses, Sujata. » 5 février 1977, crachement de sang. 6 février 1977, lettre à N.F. Palkivala, un éminent juriste de Bombay, traduite de l'anglais. Cher et estimé monsieur, j'ose faire appel à votre aide et à votre conseil, connaissant votre esprit de justice et de dévouement aux causes idéalistes, et ayant aussi entendu parler de vous par madame Yolande Lemoine. Ce qui suit n'a rien de personnel. À travers mes écrits, ma propre vie est consacrée au progrès de la conscience humaine et à la beauté. Comme vous le savez peut-être, pendant 17 ans, j'ai été le seul confident personnel de la mère de Pondichéry. Elle était entourée non pas de disciples, comme on pourrait le croire, mais par quelques échantillons de conscience humaine, à travers lesquels elle essayait, après Sri Aurobindo, d'élaborer une nouvelle espèce de conscience dans son propre corps et par conséquent dans le corps terrestre. C'était de l'évolution expérimentale, pourrait-on dire. Or, il se trouve que, quand on veut créer une nouvelle espèce, on se bute à tout ce qui nie et résiste dans la vieille espèce. Et c'est à travers cette résistance même que le passage à la prochaine espèce se fait, comme le reptile a dû trouver le passage à l'oiseau dans ses marécages desséchés, l'obstacle et la clé. Dans le cas actuel, l'obstacle était tout à fait là, comme Sri Aurobindo l'a découvert tout d'abord, et la mère ensuite. L'un et l'autre ont dû quitter leur corps pour la même raison. En vérité, leur entourage ne consistait pas de disciples, mais d'échantillons terrestres de la résistance la plus obscure à vaincre. Il y avait là aussi quelques lumières pures, mais ceux-là n'avaient pas de voix. Après le retrait de Sri Aurobindo, la mère a suivi ses pas, en tentant de trouver ce qu'il avait découvert sans jamais l'expliquer, puisque l'opération ne se situait pas dans le mental ou dans de jolis livres, mais dans le corps. C'est dans le corps qu'une nouvelle espèce se fabrique. Elle trouva donc le secret de Sri Aurobindo. Elle trouva aussi les mêmes obstacles que ceux qu'il avait rencontrés. Et elle trouva le passage expérimental à cette problématique espèce nouvelle. Voilà qui est vraiment d'un intérêt mondial. Au milieu de cette lutte assez effrayante, et sachant sans doute qu'un jour elle serait toute seule face à la mort, abandonnée de tous, assiégée de mauvaise volonté féroce, elle jugea bon de faire de moi son confident. Sa bataille terrible ne devait pas être perdue pour l'avenir de l'humanité. Il fallait que quelqu'un comprenne, suive le fil, répande la possibilité qu'elle avait arrachée à la nuit de la vieille espèce. Le résultat, c'est quelques 6000 pages de ses conversations personnelles avec moi, dans lesquelles elle expliquait le processus pas à pas, la bataille, et finalement le siège de la mort et de l'obscurité autour d'elle. J'ai de la peine dans le cœur, alors même que j'écris ces mots. Pendant 17 ans,
J'ai suivi cette agonie. Après son retrait en 1973, vous pouvez imaginer ma situation au milieu des forces mêmes qui voulaient la détruire. Maintenant, ils étaient les héritiers, entre guillemets, et propriétaires, entre guillemets, de Sri Aurobindo et de Mère. Maintenant, la grande entreprise spirituelle pouvait démarrer sur une grande échelle. C'est l'éternelle histoire depuis le Christ et Karl Marx. Une nouvelle Rome où un Kremlin spirituel veut établir son église, avec derrière l'immense force ambiguë de l'argent, toujours prête à s'emparer de l'esprit assez temporel. Dans le cas actuel, une mafia très bien organisée, composée principalement d'hommes d'affaires. Vous pouvez également imaginer de quel œil ces disciples et propriétaires de la nouvelle église regardaient cet homme seul appelé Satprem, dépositaire de confidences qui, selon eux, mettaient en danger leur auréole de grands prêtres et leurs desseins obscurs. Vous savez sans doute les manigances et méthodes tortueuses qu'ils ont employées pour dominer Auroville en tant que propriétaire légitime. Il en va de même pour les papiers de Mère, ces 6000 pages qu'elle a appelées l'agenda. Le 27 août de l'année dernière, ils ont essayé de m'assassiner au moyen de 3 tueurs dans les canyons d'Auroville pendant ma promenade quotidienne. Bien entendu, on ne peut rien prouver. Cela aurait été un accident. Quelque autre accident pourrait arriver. Il faut faire quelque chose pour sauver cet agenda de l'avidité et de la censure sans scrupule de ces gens. À 2 reprises, j'ai tenté de faire publier ces papiers par l'ashram. La première, début 1974, lorsque je me suis adressé à l'ashram presse. L'un des trustees m'a dit par écrit sa réticence, entre guillemets, à publier ces papiers en ce moment, et surtout son objection à ce qu'ils soient publiés sur le marché étranger par des éditeurs étrangers. Ils m'ont fait dire par M. André Morisset, le fils de Mère, qu'ils doutaient de l'opportunité de cette publication. En privé, ils ont fait savoir qu'une telle publication devait être soumise à leur jugement, que rien ne devrait nuire aux intérêts de l'ashram, etc. Dès lors, il m'est apparu clairement qu'ils voulaient tronquer et censurer ces papiers à leur fin particulière. Une deuxième fois, en 1976, j'ai tenté de faire publier les papiers de Mère par All India Press, qui appartient à l'ashram, quoique cela soit contestable. Avec l'aide de Sir C.P.N. Singh, que vous connaissez peut-être, j'ai essayé d'obtenir que cette publication ait lieu sous ma seule direction. Ils acceptèrent la publication, mais torpillèrent l'arrangement mis au point par Sir C.P.N. Singh, qui me garantissait le contrôle pratique et direct des matériaux fournis à l'imprimerie. Il devenait alors évident que les papiers de Mère étaient réellement en danger et que seule une publication extérieure à l'ashram garantirait leur intégralité et non-censure. Je ne mentionnerai pas ici les diverses menaces, les chantages, les basses calomnies auxquelles j'ai été soumis. Ils ont même essayé de monter mes éditeurs français et américains contre moi. Ma santé a beaucoup souffert de cette lutte féroce qui me rappelle ce que Mère a dû traverser. Je ne sais pas ce qui m'arrivera, mais ce qui me reste de vie doit servir à sauver ces papiers précieux dans leur pureté pour l'avenir de l'humanité, et rapidement si possible. Plusieurs fois, Mère m'a dit que ces conversations avec moi n'étaient possibles qu'à cause de moi. Elle m'a même dit un jour « C'est exclusivement pour toi ». Je n'ai pas la sottise de me croire propriétaire de ce trésor. J'étais seulement un représentant de la race humaine auprès d'elle. À travers moi, c'était à la terre qu'elle parlait. Je considère que ces papiers appartiennent à la terre. De la même façon qu'Auroville n'appartient pas à un individu privé, mais à l'humanité dans son ensemble, comme il l'est dit dans la charte d'Auroville. La terre est une entité très vague, mais très concrète dans nos cœurs. D'où la question que je voudrais vous poser. En tant que dépositaire de cette œuvre et représentant humain de la terre auprès de la mer, ne pourrais-je pas demander au gouvernement de l'Inde de prendre en charge ces papiers et de garantir leur publication intégrale et indépendante au profit de l'humanité? J'ai quelques raisons de croire que le gouvernement de l'Inde serait prêt à m'aider.
à condition que je puisse lui fournir les arguments légaux ou artifices légaux lui permettant de prendre cette charge. Quel article de la loi ou quels précédents peuvent-ils invoquer? Ou s'il faut un acte d'autorité, quelle serait la stratégie ou formule administrative qui permettrait au Premier ministre d'agir? J'ai aussi eu la pensée de faire appel à l'UNESCO en tant qu'organisation mondiale. Mais cela pourrait embrouiller et compliquer les choses encore plus. Le temps presse. Le siège autour de moi presse aussi. Note de bas de page, j'ignorais encore que selon la loi internationale, j'avais le droit de publier l'agenda moi-même. J'allais le découvrir quelques mois plus tard en France. Je sais la noblesse de votre esprit. Je n'ai d'autre but dans ma vie que d'aider mes frères et sœurs humains à développer leur conscience. Et je sais que les papiers de mer contiennent un processus et un secret dont notre race mentale finissante a grand besoin. Le secret même et le processus même de son passage à un autre niveau de conscience et peut-être même à un nouveau corps sur la terre. M'aiderez-vous? Avec tout mon cœur, Satprem. 15 février 1977. 10 février 1977. À Micheline. Chère Micheline, votre lettre est très bonne. Peur de quoi? Il n'y a que du sordide à quitter. On en arrive même à sentir que l'air normal est suffocant. Ah, respirons, allez-y, Micheline. On n'a pas tout à faire par soi-même. Et puis il y a le mantra pour marteler tout ça qui résiste et susurre et doute et craint. Il faut y aller impitoyablement. Le chemin est fait, n'est-ce pas? Il est ouvert. Dieu sait qu'ils ont payé pour cela. Alors, marchons un peu vers eux. Et quand on regarde dans l'autre sens, c'est eux qui marchent vers nous. Plus on essaie, plus ça s'accélère. L'important est d'essayer n'importe quoi. Oh, mais cette ardeur de sortir de la suffocation normale. Quant à moi, je n'ai toujours pas reçu le contrat de Lafont signé. Voilà près de 2 mois que cela dure. Baroun déclare à tout le monde ici « Satprem m'a tout donné, le livre de mer est à moi ». Donc, ça doit travailler dur auprès de Lafont pour démolir notre contrat. Oh Seigneur, 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 que cette boue disparaisse. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Satprem. 15 février 1977. Lettre à Micheline. Ici, la situation est vraiment dénouée chez Lafont et la publication assurée sans entrave de ces gens. Je verrai si la publication est vraiment dénouée chez Lafont et la publication assurée sans entrave de ces gens, je verrai à répandre le livre dans l'ashram même, selon les sincérités ou les impulsions du moment. Mais je ne bougerai pas avant d'être sûr de la publication en France pour des raisons évidentes. Comme tout pourrait être aussi simple. Les élections dans l'Inde, note de bas de page, élections nationales appelées par Indira Gandhi pour mettre fin à l'état d'urgence qu'elle avait déclaré en juin 1975, sont une épreuve cruciale pour le monde entier. Peu sont capables de comprendre cela. Si Indira Gandhi venait à être battue, Satprem n'aurait plus qu'à quitter l'Inde avec les papiers de mer aussi vite que possible, parce que les forces derrière, l'opposition entre guillemets, sont les forces mêmes derrière les Trusty et Navajata, et ce serait aussi la fin d'Auroville, c'est-à-dire l'arrêt ou le détournement complet de l'œuvre sous une imposture triomphante. Ce serait peut-être aussi la guerre. Vous voyez l'enjeu? Vous comprenez pourquoi nous nous battons? Alors prions. Il est bien évident que les livres de Satprem et l'agenda de mer sont la proie désignée de l'adversaire. C'est pour cela que cela s'accroche à chaque pas et dans tous les détails depuis 3 ans. C'est autour de cela que tourne le nouveau monde. Encore que l'œuvre se fera d'une façon ou d'une autre. Souhaitons que ce soit plutôt de cette façon que de l'autre. Fraternellement à vous tous, Satprem. On comprend mieux maintenant pourquoi Mère soutenait Indira. 21 février 1977, lettre de B, Europresse. Il se prépare à me faire un procès, la meute derrière le livre de mer.
23 février 1977, le bond sur un gouffre. 26 février 1977, à Micheline. Je savais que ces gens Baroun & Co étaient malhonnêtes, mais à ce point. Savez-vous que pendant 3 jours, j'ai eu de violentes hémoptysies? Heureusement que mère m'a appris à ne pas avoir peur. Mais ces gens jettent sur moi de telles infamies, j'avale beaucoup de choses. Je comprends vraiment maintenant ce qu'elle voulait dire. Je suis suspendue par un fil ténu dans une atmosphère complètement pourrie. C'est exactement cela. J'aime mieux m'arrêter là parce que tout cela me fatigue abominablement. Ils m'ont usé, mais j'irai jusqu'au bout. L'aide et l'affection de vous tous m'est bien nécessaire. Satprem. 28 février 1977 à Micheline. Et j'apprends en dernière minute que l'Ashram Trust claims, revendique, mes livres comme la propriété du trust. Tous les vautours sont là. Passé un certain point, on est comme un manteau de douleur et on répète « ma ». C'est tout. Quand elle voudra que cela finisse, ça finira. 1er mars 1977, extrait d'une lettre à Carole. Étant donné la malhonnêteté, ou plutôt l'escroquerie à laquelle Baroun s'est livré, je suis en train de prendre des mesures pour annuler tous ses droits sur le sannyasin. J'ai écrit à la fond à ce sujet, nous verrons. C'est pénible, beaucoup de temps et d'énergie gaspillée, beaucoup de boue suffocante. Je suis là pour me battre, n'est-ce pas? Autrement, je filerais dans les Himalayas et on n'entendrait plus parler de moi. La bataille avec Oropresse fait partie de la bataille plus vaste pour délivrer Auroville d'une autre escroquerie, et c'est la même bataille qui se joue dans l'Inde entière avec les élections. C'est une seule et même bataille partout. En fait, c'est la bataille de mer pour le nouveau monde. C'est cela que je traverse depuis 3 ans. Mais maintenant, grâce à Dieu, je ne suis plus tout seul contre ces escrocs. Madame Gandhi me soutient ici, sinon je serais mort il y a longtemps. Pardonnez cette lettre. Mais c'est comme dans les épreuves du Moyen-Âge, lorsque les chevaliers devaient traverser toutes sortes de périls pour avoir droit à la rose. Nous sommes au XXe siècle. Alors, les épreuves sont très sordides et grossières. Mais au bout, il y a la rose, le nouveau monde. Un monde où tout sera enfin simple, parce qu'il sera simplement ce qu'il est. Ensemble, nous marchons vers cela. Vous êtes ma compagne très chère. Votre Satprem. 7 mars 1977, à Micheline. J'ai toutes sortes de perceptions, mais sans preuves matérielles. Par exemple, il y a quelque temps, j'ai beaucoup senti le livre dans les mains d'André, au point que je pensais que mère voulait me faire donner le livre à André. Et puis j'apprends que Pourna chipe le livre de Nolini et l'envoie à André. C'est ainsi. On est plein de perceptions, mais sans savoir quoi, comme un voyant aveugle. Je sentais donc beaucoup depuis longtemps toutes sortes de manigances du côté d'André. Il y a beaucoup d'autres choses qui grouillent, mais je ne sais pas lesquelles. Cette nuit, j'ai reçu une pluie de cailloux. 9 mars 1977, à Pierre et Thévenon. Entre 2 pluies de cailloux, je vais tenter de répondre à vos questions du 14 février. Mais elles ne sont pas très clairement posées, ou plutôt vous allez à tâtons vers une question que vous ne connaissez pas vous-même. Alors je vais moi aussi à tâtons dans vos tâtonnements. Mais d'abord méfiez-vous beaucoup de vouloir prendre au piège mental le monde supramental. Nous traduisons éperdument dans notre cage un monde qui n'a rien à voir avec tous les outils de perception de notre cage. C'est quelque chose d'autre qui change tout. Que dirait la musaraigne égarée dans un Boeing 707 ? Pourtant la musaraigne aurait raison de se poser des questions, non pas pour la réponse impossible, mais parce que le fait de poser des questions l'aide à marcher vers l'au-delà de la musaraigne. Il faut sortir de la cage. La réponse, c'est de sortir de la cage. En attendant, on peut grignoter mentalement. Alors, nous sommes en plein dans ce Boeing supramental. Il y a un voile à tirer qui fait que ça devient le Boeing. Après tout, pour la musaraigne, le Boeing est complètement invisible, bien qu'elle trotte entre les pieds des fauteuils ou dans le filet aux bagages.
Ce voile, c'est évidemment toute sa construction spécifique. Mais ce n'est pas vraiment son corps de musaraigne, sa matière de musaraigne qui lui voile la réalité. C'est la matière qui a appris à être une musaraigne à l'exclusion d'autre chose. Le voile, c'est une certaine mémoire ou habitude d'être musaraigne. Alors il y a toutes les lois du dit mammifère charmant, imprescriptible et solennel, comme Jéhovah lui-même ou comme M. Newton. La matière vraie, c'est autre chose. C'est ce qui est sans voile et sans lunettes particulières. Quand on arrive là, à ce niveau-là, pur, décrassé de l'habitude d'être un certain homme, il n'y a plus de maladie, plus d'accident, plus de mort, plus de loi. C'est la liberté fantastique. C'est le prochain monde, qui n'a jamais été prochain puisqu'il était toujours comme cela. Mais nous y arrivons, c'est-à-dire que le voile s'use. Pas dans la tête, dans le corps. Alors, quand elle est très lourde et empâtée, cette conscience du corps, c'est très loin, très loin. Ça fait des plans et des plans, des physiques subtiles ceci, des physiques subtiles là. Et puis un beau jour, c'est tout subtil, ou plus subtil du tout. C'est tout là, tout bonnement. L'invasion supramentale, c'est notre couche d'Homo sapiens qui devient poreuse. Alors tout rentre, ou plutôt tout devient tel que c'est. Tiens, c'est ça le Boeing, on y était toujours, et léger. Prenons un exemple. Une hémoptysie, c'est sérieux, c'est concret. Ça fait un mouchoir plein de sang et toute une fiche médicale. Bon, on regarde ça, et puis on ne s'en occupe pas. C'est un phénomène comme tant d'autres, comme le nez qui coule ou l'odeur du sainfoin. Et puis ça ne saigne plus du tout. C'est passé, comme l'odeur du sainfoin. Quelle histoire! Il n'y avait jamais eu de maladie, pas une seconde de maladie. C'est l'invention des médecins patentés. Mais si l'on regarde ça avec l'œil médical, alors on est foutu. C'est la maladie. Un assassin, c'est sérieux, surtout quand ils viennent 3 dans les canyons. Bon, on regarde ça et ce sont des hommes à 2 pattes comme les autres, et la terre est d'un joli rose à 6 heures du soir, et puis les 3 hommes s'en vont et puis on rentre chez soi. C'est de la matière ici ou là qui se comporte différemment. Mais si on se met à regarder ça comme si c'était des assassins, alors on est assassiné. C'est simple. Il y a un lieu du corps où tout cela n'existe pas. Alors, si ça n'existe pas, ça n'existe pas, évidemment. Parce que la matière ici ou là s'entend très bien, évidemment. En somme, une formidable irréalité. Réelle, selon que l'on regarde, que le corps regarde, bien ou mal. Quand on est du côté du mauvais regard, dans la couche, alors on peut avoir la prémonition qu'un accident va arriver et ne pas aller ce jour-là se promener dans les canyons. Mais si on est dans le bon regard, sans la couche, alors il n'y a de prémonition de rien parce qu'il n'y a rien. La vibration vraie annule la vibration fausse automatiquement, c'est tout naturel. Voilà. Alors, je ne sais plus très bien où nage votre question là-dedans. Le transfert de pouvoir, c'est le transfert au naturel, un peu épouvantable pour l'autre dans sa cage. Dans ce naturel, on n'est pas mort, évidemment, parce que ne meurt que ce qui n'existe pas, que ce qui se croit mort ou mourant ou doté de mort. C'est la même irréalité que l'assassin dans les cagnols ou l'hémoptysie. Ça vous arrive ou ça ne vous arrive pas selon que quelque chose en vous y croit. Bon. Mais un grand nombre de ces homo sapiens croient en la mort et cultivent la mort, c'est-à-dire l'irréalité. Ces tubes digestifs cultivés, ils peuvent même avoir lu des bibliothèques, s'en retournent dans le rien qu'ils ont toujours été, irréel. Ils retournent à l'irréel. Ça n'existe pas. Tout dépend de la proportion de réalité cultivée. Et comment ce qui est réel pourrait-il jamais cesser d'être réel? Il faut cultiver la réalité jusque dans son corps. Alors la mort n'existe plus naturellement. Ce qui faisait la mort, c'était la couche d'irréalité. Quand la couche est usée, alors ce qui vit réellement vit toujours sans côté ici ou côté là. C'est le mauvais regard ou le regard d'irréalité qui faisait les côtés, entre guillemets. Là, c'est tout un, parce que
là n'est que ce qui est réel. Le réel n'a pas besoin de côté. Il est partout lui-même, toujours lui-même. Seulement, nous ne nous en apercevons pas. C'est le corps pur, décrassé, qui s'en aperçoit. On peut avoir des visions, toutes sortes de réalisations ou de perceptions à travers nos couches. On voyage à travers tout ce qui est collé sur notre matière pure. Seule la matière s'aperçoit de la réalité totale. Les morts n'ont jamais été morts, ils ont dépouillé leur part d'irréalité. Tout dépend de cette part d'irréalité. Quand le corps aura totalement dépouillé sa part ou son attachement à l'irréalité, il n'y aura plus de mort, naturellement, parce que la mort, c'est ce qui n'existe pas. C'est le commencement de la transformation. Et ces petites parcelles réelles reviennent encore et encore dans un corps jusqu'à ce qu'elles aient assez grandi pour être totalement réelles dans la matière. Maintenant, le processus s'accélère, il devient mondial, c'est-à-dire la possibilité de sortir collectivement de l'irréalité. Le point de départ de la transformation physique, c'est la perception de cette irréalité. Quand le corps perçoit que l'assassin n'existe pas, l'hémoptysie n'existe pas et tout le tintouin n'existe pas, alors ça commence à se comporter différemment. Tout le problème est dans ce différemment. On n'a pas laissé à Mère le temps de nous montrer comment ça peut être différemment, mais elle nous réserve peut-être des surprises. Voilà. Alors on apprend l'irréalité des pluies de cailloux. Quand ce sera parfaitement irréel, alors plus un ne tombera sur nos têtes et on rigolera bien du grand jeu. Alors il n'y aura plus que le suprême qui fait tout. C'est le regard suprême. Parce que c'est le regard du suprême. C'est pour ça qu'on est né. Comme on en fait des histoires. Ça te prenne. Nuit du 17 au 18 mars 1977. Vision, je vomis des excréments. Tout ce qu'ils jettent sur moi. 19 mars 1977, lettre de B, Europresse. Le faux devient vrai. 21 mars 1977, lettre à Micheline et amis. Indira Gandhi vient de perdre les élections nationales. Mes bons amis, nous arrivons donc au tournant. Il est logique que nous passions par là, même si c'est une logique un peu sombre, provisoirement sombre. La situation peut se lire dans les quelques lignes clés de Sri Aurobindo qui se sont aussitôt imposées à moi. Quand l'obscurité deviendra profonde, étranglant la poitrine de la terre, et que le mental corporel de l'homme sera la seule lampe allumée, il fallait arriver là. Il fallait que Mère se retire de nos yeux pour que tout le poison s'étale. Il fallait que la poigne d'Indira Gandhi se retire pour que toute la saleté s'étale. Note de bas de page. Malheureusement, après le départ de Mère, Indira Gandhi est tombée sous la poigne d'un gourou tantrique, Dhirendra Brahmachari, un escroc qui a amassé une fortune considérable et qui lui a fait prendre toutes les mauvaises décisions possibles et faire tous les faux pas. Et elle va s'étaler, la saleté. Au bout, ou au fond, il y a le miracle de Mère. Il faut que les hommes, tous les hommes, arrivent là, qu'ils voient, qu'ils touchent l'horrible mur,
Alors ça pourra s'écrouler, quand ils n'en pourront plus de leur propre ignominie, quand quelques-uns répéteront dans leur corps le mantra comme la seule lampe allumée au milieu des ténèbres. C'est le passage un peu sombre pour aller jusque-là, mais c'est un passage. À chaque nouvelle étape de la bataille depuis 3 ans, Mère m'a donné la vision de ce que serait la nouvelle étape. Le 23 février, c'est-à-dire le symbole que je représente dans cette bataille, j'étais au bord d'un gouffre noir d'environ 5 mètres de large et cela semblait impossible à sauter, à moins peut-être de me jeter les mains en avant et de tenter d'accrocher l'autre bord. Et puis je ne sais comment, j'ai sauté par-dessus le gouffre, tout droit, et je me suis retrouvé sur mes 2 pieds de l'autre côté. Donc, ça paraît impossible, mais ce sera fait. Donc, on débarque de l'autre côté. Mais il y a ce pas à faire dans le noir. Il est sûr, il est certain que Mère conduit parfaitement, minutieusement, ce jeu un peu terrible. C'est quelquefois la terrible stratégie de l'Éternel, entre guillemets, que Mère elle-même a traverse, mais chaque pas est sûr, voulu, quelles que soient les apparences, et nous allons à la victoire inéluctable. Il est possible que l'on me mette en prison. Je vais être accusé d'avoir volé les papiers de Mère. Ils attendent tous. On entend tous les gnomes rire dans les gouffres. Ils riront un temps. Il est possible que nos, entre guillemets, Auroviliens soient chassés et qu'une sinistre caricature d'Auroville s'installe, triomphante et commerciale. Beaucoup de laideurs vont s'étaler. Il faut qu'elle s'étale. Ce sera peut-être encore une fois la diaspora, je ne sais. Nous lutterons pied à pied tranquillement. Nous prierons ensemble tranquillement. Nous allumerons le feu dans les cellules de notre corps sous la pression de cette obscurité. Et puis, nous ne savons rien des miracles de Mère. Je vous envoie par courrier avion le 4e tome, le carnet de laboratoire, dont je n'ai pas parlé et que je voulais garder secret pour un peu plus tard. C'est la bombe de Mère, toute pure. Je veux qu'au moins 2 exemplaires de ce 4e tome soient en sécurité quelque part. Ici, nous allons être fouillés, poursuivis. J'espère pouvoir mettre tout à l'abri. Et puis j'attends. Mère nous aime. Elle est si puissamment là, si tendrement là. Elle compte sur nous pour faire battre son mantra dans la nuit. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Et puis ces 3 volumes qu'il faut lancer. Qu'au moins un peu de monde entende sa voix. Votre frère. Toujours. Et pour toujours. Ça te prenne. 23 mars 1977. Aux amis de Paris. Mes amis, j'étais tellement émue l'autre soir, rentrant de ma promenade dans les canyons, où j'allais avec tout ce poids sur les épaules, de trouver ces 2 mots sur les marches de mon escalier. Comment aider ? C'était tellement la grâce qui venait mettre du baume. Et chacun vraiment répondant si merveilleusement, si exactement. Il y avait toutes ces décisions graves, pénibles. Oh, c'est pénible. Jeannine Pinson a été merveilleuse. Chacun a été merveilleux. Ce n'est pas fini. C'est une masse de choses à disséminer par des filières différentes. Et chaque fois, c'est grave, il ne faut pas se tromper. Et puis là encore, dans le moindre détail, une grâce vient. Je ne peux pas tout vous dire. Il est probable que la vieille façade va encore rester quelque temps jusqu'à ce qu'ils aient démoli un par un tout notre dispositif. Le premier signe sera le limogeage du gouverneur actuel.
Note de bas de page. Ce nouveau gouverneur de Pondichéry avait été choisi et envoyé par Sir C.P. Singh et Indira Gandhi. Puis la démolition de l'Euroville Committee formée par Delhi. Un à un, ils vont mettre leurs hommes en place. Même le président de l'Inde est avec eux. Alors, nous verrons Navajata commencer sa danse avec Baroun. Quelquefois, on est suffoqué de voir comme cette œuvre si formidable, si mondiale est, ou semble être, bloquée par des gnomes de cette dimension. Cela ne paraît pas croyable. Et puis les trussis, alors, se mettront aux trousses cet après-midi, aidés par une loi et une police qui s'achètent comme des cacahuètes par sac. Il y a 3 ou 4 jours, j'ai reçu la 2e lettre de Baroun répondant à la mienne où je le mettais devant ses fausses déclarations et lui signifiais qu'il n'avait plus de droit sur mon livre. J'ai eu des vomissements violents 2 jours avant de recevoir sa lettre. Et puis une journée très difficile dans mon corps. Tout cela avec la perception intérieure de la débâcle approchante d'Indira. Tout en même temps. Pas par hasard, n'est-ce pas ? Je n'ai jamais lu quelque chose d'aussi dégoûtant. Un mensonge si abominable, si froid, si minutieux. Tout est tordu. Les fausses déclarations deviennent vraies. C'est incroyable. Avec quel avocat véreux a-t-il préparé cette réponse via Paris ? Et André Morisset qui souscrit silencieusement à cette ignominie. C'était très dur à avaler tous ces jours-ci. Il y a un monde derrière tout cela, n'est-ce pas ? J'ai essayé de répondre. La plume m'a glissé des doigts au bout de 2 heures, cela m'étranglait. Et puis au bout de tout ce labeur dans la boue, on est saisi par l'immense vanité de se battre avec ça. À quoi bon répondre et encore répondre ? Tout est tordu. Et chaque fois, on est couvert de boue. Pas couvert, on avale tout et puis on vomit. Pardonnez-moi. Alors, je crois que je ne répondrai pas. Et ils se saisiront de mon silence aussi. Et qu'est-ce qu'ils cachent derrière ? Je ne connais rien de leurs machinations. Alors je me débats dans le noir. Je vois beaucoup AM autour de moi, André Morisset. Et surtout, tout cela me suffoque comme si j'avais un poids sur la poitrine. On verra. Je vous envoie tout de même ces documents, auxquels vous ne comprendrez probablement rien parce que c'est une telle jonglerie de mensonges juridiques. Mais il faut que mes amis soient au courant. L'agenda et le livre de mer sont visés derrière, c'est évident. Je sens d'une façon répétée qu'ils vont tout faire et me mettre au bout devant le choix de la prison ou du compromis. La prison est plus respirable. C'est encore l'endroit le plus à l'abri dans ce monde de brigands. Et puis j'ai l'habitude. J'ai beaucoup de doutes maintenant que je puisse venir à Paris, je ne sais pas. Votre accueil à tous est si bon, si chaud, que mère conduise mes pas. Il y a un pas à traverser. Peut-être ne sera-ce pas bien long. Vous me demandiez combien d'exemplaires du livre s'étaient vendus à Auroville. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais tout ce qui lit le français a lu les 2 premiers volumes. Cela a fait beaucoup de travail. Auroville a considérablement mûri, c'est perceptible. Il faut qu'ils aient des forces pour ce qui vient. Quel que soit le chemin, même s'ils sont chassés, ils font le chemin d'Auroville et ils reviendront. Là où vibre le mantra, le chemin est irrévocable et aucune puissance au monde ne peut défaire ça, même s'il semble triompher pendant un temps. L'ashram a acheté 4 exemplaires du premier volume depuis le 21 février dernier. Je ne sais pas les derniers chiffres, quelques-uns seraient venus ces jours derniers. C'est clair, tout le centre d'éducation de l'ashram a voté contre Indira et pas mal d'autres. Voilà. Puis on fait des caisses pour faire disparaître les tomes 3 et 4, le 2 aussi. Ce n'est pas facile. Où cacher ça ? Beaucoup de problèmes à résoudre. Je vous quitte. On marche ensemble vers la victoire inéluctable par n'importe quel chemin. À vous tous, ma profonde affection. Je n'ai pas le temps d'écrire à tous, mais vous savez bien. J'ai hâte que Carmen soit de retour. « 24 mars 1977. À mes compagnons d'Auroville. Nous sommes ici, à Auroville,
pour apprendre la loi du monde nouveau, qui n'est pas une loi mentale, ni une loi économique ou politique, ni aucune de toutes les panacées en faillite. Et tous les événements, quels qu'ils soient, apparemment heureux ou apparemment désastreux, sont faits pour nous apprendre cette loi et le mécanisme du vrai pouvoir qui finalement transformera le monde et notre corps. C'est pour cela que vous êtes venus ici, pour apprendre le secret du nouveau monde, pour comprendre la vraie loi et trouver le vrai levier. Il est évident que tant que nous plaçons notre espoir dans les vieux mécanismes, tant que nous dépendons des vieux pouvoirs et cherchons protection dans le vieux monde, nous ne pouvons pas accéder au nouveau monde, nous ne pouvons pas trouver le levier. Il faut que tout nous tombe des mains vraiment, les vieux espoirs et les vieux idéaux autant que les vieilles saletés et les anciens moyens. Nous sommes peut-être à l'heure aujourd'hui où tout nous tombe des mains, tous les vieux appuis, pour trouver le seul appui, cela qui peut vraiment et qui fera le monde nouveau et qui fera Auroville. Tant qu'il y a un autre espoir que ce seul espoir, nous sommes à côté. Nous cognons aux vieilles portes pour tenter d'ouvrir la seule porte sans clé. Car elle n'a aucune clé, cette porte-là, elle n'a aucun moyen extérieur, aucun truc ne peut l'ouvrir. Nous avions trop de trucs jusqu'à hier, nous comptions sur trop de moyens, nous cherchions de vieilles clés, on nous enlève tout des mains. C'est peut-être bien l'heure de grâce à Auroville. L'heure où nous pouvons ouvrir la porte parce que nous ne savons plus rien. Il est possible, il est probable que tous les vieux faussaires viennent faire leur réapparition triomphante. Ils vont faire leur grand cirque spirituel et un formidable matrimondier touristique derrière lequel s'abritera leur profitable business. Ils feront un formidable centenaire de mer, enfin déifié par leurs soins. Les paroles de mer couleront à flot, les grands prêtres de la vérité auront avec eux la loi, les gouvernements, les dignités et les dotis immaculés pour remplacer un certain nombre de voyous mal rasés qui voulaient faire une autre sorte de monde. Les bétonneuses et les millions sont contre nous. C'est l'éternelle histoire du Christ et de ses disciples, de Karl Marx et de ses disciples. C'est la vérité vivante, dépecée et légalisée par ses propriétaires légitimes, à Rome comme à Pondichéry. Les dissidents sont excommuniés. On leur enlèvera peut-être leur passeport. Toutes les raisons du monde seront contre eux. Ils sont bourrés de bonnes raisons. Les gendarmes sont avec eux. Nous sommes peut-être bien les voleurs du nouveau monde, les sans raison d'une autre raison. Nous n'avons rien dans les mains, rien dans les poches, et notre impuissance est notre seul pouvoir. Parce que quand il ne reste plus rien, il faut bien qu'autre chose surgisse. Quand il n'y a plus de moyens, plus de portes, il faut bien que s'ouvre la seule issue. Alors mes compagnons, comprenez bien ceci. Nous sommes mis exactement dans les circonstances qu'il faut pour ouvrir la seule porte et créer Auroville et toucher le levier du nouveau monde. Comprenez bien que tous nos obstacles, nos défaites apparentes, notre impuissance apparente sont le moyen et le levier, parce que c'est seulement dans ce rien-là que peut jaillir le quelque chose. Dites-vous bien, comprenez bien que tout est le chemin d'Auroville, et que même si on vous chasse d'Auroville, vous faites encore le chemin d'Auroville, et que si dans votre cœur, où que vous soyez, banni ou non, vous empoignez le seul positif de tout cet énorme non-sens, le seul mantra qui bat dans ces ténèbres triomphantes, vous ouvrirez la porte du vrai matrimondier dedans, et vous viendrez, vous reviendrez, bâtir au dehors votre œuvre, parce que nul ne peut triompher contre cette vérité vivante.
C'est la seule réalité parmi les fantômes. Tout est le chemin d'Auroville. Nous sommes justement à l'heure du chemin. On ne peut pas tricher pour le faire. Il faut être le chemin. Il faut que le mantra batte et batte dans votre cœur. Il faut appeler mère et mère. Il faut être nu et vrai. Il faut trouver ce qui est le pouvoir même du nouveau monde. Alors, tous les fantômes s'écrouleront. C'est le sens même d'Auroville. Satprem.